Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra ce journal de ce jour, jeudi 8 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le premier gouvernement de la Renaissance, Acte 3, a tenu son premier conseil de ministres ce jeudi sous la présidence du président de la République, Mohamed Bazoum. En rappel, ce nouveau gouvernement a été mis en place hier mercredi sous la présidence de Oumoudou Mahamadou qui a la lourde tâche donc de conduire donc ce gouvernement. Comme vous le voyez, c'était ce matin au palais de la présidence sous la présidence du président Mohamed Bazoum, le premier gouvernement de la Renaissance Acte 3 qui a tenu son premier conseil des ministres ce matin. Et puis, après la formation de ce nouveau gouvernement, hier, les réactions continuent à tomber ici au Niger. Nous vous proposons de suivre aujourd'hui celle de l'acteur de la société civile nigérienne, Nassirou Seydou, voix de sans voix. C'est un gouvernement qui a tenu compte de beaucoup de critiques faites par la société civile il y a beaucoup de temps aujourd'hui. C'est un gouvernement qui est sorti réduit par rapport du point de vue taille, ce qui donne une satisfaction aux attentes des acteurs de la société civile qui avaient toujours souhaité qu'il y ait un gouvernement réduit, un gouvernement qui véritablement ne peut pas prendre beaucoup en charge les dépenses ministérielles. Deuxièmement, c'est un gouvernement aussi, on peut parler de sa jeunesse. Un gouvernement qui, beaucoup d'anciennes têtes que les gens n'ont pas envie de voir dans le gouvernement ne sont pas revenus. Même si on peut avoir quelques-unes quand même qui, du point de vue, qui n'étaient pas attendues mais qui sont revenus. Il peut y avoir des inquiétudes qu'à cela ne tienne, on ne peut pas parfaire à 100%. Le plus important aujourd'hui, c'est l'envol, c'est le décollage. C'est la sensibilité ou la réactivité que le président de la République peut avoir au cas où des couacs ou au cas où des choses malsaines seront faites dans le gouvernement. Parce que vous savez, l'attente des Nigériens, elle est trop forte par rapport à la gouvernance, par rapport à la manière dont l'État doit s'y prendre pour satisfaire aujourd'hui les citoyens. Et cette attente, elle est beaucoup plus forte du moment où lui-même, le président de la République, à un moment donné de l'histoire, est sorti de la couche de la société civile, notamment les syndicats. Donc du côté des syndicats des enseignants et beaucoup d'autres syndicats aujourd'hui, les attentes sont plus fortes. À ce qu'ils veillent véritablement à répondre aux aspirations des travailleurs, aux aspirations des plus faibles. Donc je pense qu'en toute chose, pour un début, on peut avoir des difficultés. Et au regard de la pluralité des partis politiques qui forment son alliance, on parle de 95 partis politiques, parvenir à faire un gouvernement quand même de 33 ministres, c'est acceptable et c'est quelque chose que les gens doivent accompagner et faire en sorte qu'il y ait de l'envol, pour que ça réponde véritablement aux aspirations du peuple. C'est un gouvernement qui doit être à l'écoute des populations. C'est un gouvernement du point de vue de la défense des droits humains qui doit se consacrer à la promotion des libertés individuelles et collectives. Autoriser les manifestations des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des syndicats, si c'est nécessaire. Créer les conditions que chaque fois qu'un syndicat revendique quelque chose, qu'on l'écoute, qu'on s'asseye avec lui sur une table de négociation, qu'on lui dise ce que l'État peut faire objectivement et ce qu'il ne peut pas faire objectivement. Bref, je veux qu'il y ait du réalisme, de la sincérité, de la transparence dans la gestion de l'État. Dans chaque pays, le président de la République imprime la marque, imprime la conduite qu'il veut à son gouvernement. C'est très clair. S'il veut que les membres du gouvernement écoutent les partenaires sociaux, ils le feront obligatoirement. Auquel cas, le ministre peut faire l'objet de sanctions. C'est lui qui sanctionne, c'est lui qui autorise à faire. Et c'est lui qui peut te donner un cahier de charge véritablement à travers le Premier ministre. Donc si tu ne remplis pas ton cahier de charge, il va prendre des mesures. Et je bondis sur un des aspects qu'il a insisté beaucoup là-dessus, le manque de sanctions. Ça veut dire qu'un ministre, si ton parti politique t'a amené et que tu penses que non, à cause de son parti politique, on ne peut pas t'enlever, non. Il faut qu'il montre que le parti politique n'est pas au-dessus de sa vision, lui, de la gestion de l'État. Il peut mettre fin à la fonction d'un ministre quand
elle ne répond plus à la vision de l'État et elle peut le reconduire au moment où véritablement elle donne satisfaction dans son ministère, notamment la question de la culture du résultat. On a longtemps négligé la part des résultats. Un ministre, tu peux faire 5 ans, 4 ans, 3 ans, on ne te demande pas de résultat. Mais cette fois-ci, il faut qu'au fur et à mesure, dans tous les cas, dans les 100 jours à venir, nous allons le juger. Comme annoncé, la suite des séries de réactions initiées à la suite du discours prononcé par le nouveau président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, notamment sur ses ambitions pour le Niger, nous proposons aussi aujourd'hui de suivre la réaction des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, Younoun qui attend beaucoup de ce gouvernement. On écoute le chargé de la presse de cette organisation. Nous attendons à ce que les infrastructures soient effectivement multipliées. Lorsque vous prenez par exemple du côté effectivement des dortoirs, nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que les camarades sont encore qu'ici, il y a une grande majorité qui se trouve obligée d'aller en ville, mais malgré tout ici, les gens continuent encore à dormir dans des mosquées, les gens continuent encore à transformer les salles de cours en dortoir d'une certaine manière parce qu'on sera obligé de faire semblant effectivement d'une carrière qui nous permettra peut-être de passer la nuit, ce qui est du tout inconcevable. Il y a lieu également de préciser que l'enseignement supérieur de façon globale et au niveau de notre université, ce qui est très dangereux, c'est que les enseignants mathématiquement avec le nombre d'étudiants que l'on accueille par an, n'est pas du tout, il n'y a pas une adéquation effectivement entre les deux réalités. Rien qu'à la faculté de lettres et sciences humaines, cette année on a reçu près de 6000 étudiants. Vous conviendrez donc avec moi que même s'il faut prendre par exemple le nombre d'enseignants qui existent dans l'université de façon générale et le nombre d'étudiants qu'on reçoit par an, 1000 étudiants avec un enseignant, sinon 2000 étudiants avec un enseignant, ce qui n'est pas du tout concevable. Alors, nos attentes sont vraiment énormes. On a toujours une plateforme revendicative qui a été déposée l'année passée, qui est en cours. Jusque-là, il y a beaucoup de points de cette plateforme revendicative qui n'ont pas encore été traités. Et encore, nous-mêmes, nous sommes fraîchement élus, on aura encore à redresser une autre plateforme revendicative avec effectivement un contenu très clair. Nous allons effectivement suivre ces choses-là pas à pas. Et je profite peut-être avec votre micro pour dire que trop c'est trop. Nous avons été effectivement des diplomates. Nous avons joué à tout ce qu'il fallait démocratiquement. Nous avons suivi l'ensemble des démarches possibles pour pouvoir effectivement faire résonner le politique. Mais on a compris, toujours ce sont les mêmes mots avec les mêmes problèmes qui continuent. Rien n'a encore changé depuis la création de l'université. Le nombre d'étudiants augmente d'année en année, mais on constate que du point de vue conditions créées, on constate vraiment que les deux réalités ne marchent pas ensemble. Alors, il est temps de comprendre que lorsque l'être humain pense qu'il a tout perdu, il reste une chose qu'il n'a pas encore perdue, à savoir sa vie. Et il sera prêt souvent à la perdre. Nous demandons aux autorités de créer toutes les conditions possibles, dans un délai d'art record, dans un bref délai, de créer les conditions pour mettre les universités d'art de façon générale dans les conditions possibles pour que nous n'arrivions pas effectivement à ce point. Autre secteur, autre réaction, toujours relativement au discours du président de la République, Mohamed Bazoum. Nous proposons à présent de suivre la réaction de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, notamment à Rennes, qui attend aussi beaucoup de nouvelles autorités. Il y a un certain nombre de points qui véritablement, du programme à son discours d'investiture, ont véritablement édifié. En tout cas, ça répond grosso modo à des attentes que nous avons en tant qu'organisation d'éleveurs. D'abord, il a parlé de l'insécurité. Il faut dire que les éleveurs sont en tout cas une frange importante de la population du Niger qui souffre des impacts de cette insécurité-là. Ils sont en brousse, on les trouve là-bas, on les rançonne, on les tue, on les fait tout ce qu'on veut. Et souvent aussi, on les accuse d'être. Donc, véritablement, cette dimension qui met en jeu la vie même de nos éleveurs est un problème crucial avec lequel nous vivons. Le deuxième point, c'est toujours concernant l'insécurité. Aujourd'hui, par le fait de l'insécurité, nos animaux ne peuvent plus
accéder à certaines ressources naturelles qui sont fixées, qui sont au niveau du pays. Donc, connaissant le Niger, un pays sahélien, où les ressources qui d'abord sont rares, là où ils sont concentrés aussi, c'est dans des zones assez éloignées des grandes villes, qui sont très peu protégées, qui sont très peu administrées. Donc, là-bas, c'est le no man's land, quoi. C'est le plus fort qui gagne. Donc, les éleveurs ne peuvent plus accéder là-bas. Aussi bien le gouvernement, même les forces de défense, ne veulent pas que les éleveurs partent là-bas. Et les djihadistes aussi. Donc, ils sont entre deux feux, quoi. Donc, c'est un aspect. En parlant de la question de l'insécurité, il a touché un point important qui nous intéresse. Connaissant que l'accès à l'école pour les éleveurs pasteurs, c'est un grand défi. Mais au-delà de cela, quand on est dans son circuit, dans son cursus, arrivé à un certain niveau, quand on n'est plus dans son environnement à côté des parents, rester et suivre ses cours devient aussi un grand défi. Donc, aujourd'hui, en voulant créer des internats de proximité, surtout pour les filles, on a un double avantage et je crois que les éleveurs pasteurs, leurs enfants profiteraient mieux. Donc, ce sont là les attentes de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes, relativement au discours prononcé par le président de la République, Mohamed Bazoum. Restons toujours avec les acteurs du monde rural. Durant 3 jours, à Niamey, des échanges entre plusieurs pays de la sous-région sur le droit et les politiques de conservation des semences en Afrique ont été évoqués. D'autres détails avec Jibo Bagna, il est le président de la plateforme paysanne du Niger dans cet événement de nos confrères du studio Kalangou. Il s'agit de se retrouver avec, vous avez vu, 7 pays, dont l'Afrique centrale est représentée par le Tchad, pour que nous regardions en termes de droit, quel est le droit des paysans par rapport à la question foncière, parce qu'on ne peut pas parler de production sans parler du foncier, par rapport au droit à détenir les semences, par rapport à la production, parce qu'il faut produire pour avoir les semences, par rapport aux échanges, comment nous allons conserver nos semences pour les échanger à travers le village, à travers les régions, à travers le continent, mais également quel est notre droit à participer à l'élaboration des différentes politiques qui gèrent ces semences. Parce que si on ne prend pas garde, eh bien le secteur privé, les multinationales vont prendre ces semences et nous allons être l'esclave parce que nous ne pouvons plus disposer des semences et ils feront de nous ce qu'ils veulent. Notre marge, c'est que d'abord les grands consommateurs des semences, c'est d'abord nous. Et nous constituons 85%. Si rien que ces 85% prennent conscience aujourd'hui pour dire que les semences que moi je vais acheter les semences à partir de chez moi-même, à partir de mes propres semences. C'est d'abord un premier pas. Le deuxième pas, que moi en tant que paysan, je puisse montrer ma capacité à préserver les semences que nous avons. Et pouvoir aussi échanger entre nous ces semences, parce que de plus en plus les gens commencent à comprendre que les semences ou les produits qui nous viennent d'ailleurs parfois nous causent trop de tort parce qu'il y a des maladies que nous ne comprenons pas, parfois on a des semences qui ne repoussent plus. Alors donc du coup aujourd'hui on a intérêt en tout cas à défendre nos propres semences tenant compte de notre agroécologique, notre zone agroécologique. L'action contre les mines et le maintien de la paix, des partenariats renforcés pour de meilleurs résultats, c'est sous ce thème que le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu ce jeudi sa rencontre du mois d'avril sous la présidence du Vietnam. Le représentant permanent du Niger à l'ONU a participé depuis Niamey au débat qu'il a jugé très utile, notamment pour le Niger. Je vous propose de suivre l'ambassadeur Abdou Abari.
Donc aujourd'hui, avec la présidence du Vietnam, qui, comme vous le savez, à travers son histoire, a été un pays qui a été exposé au phénomène de mines terrestres antipersonnelles, ce pays a bien voulu, durant sa présidence, mettre un accent particulier sur la problématique des mines. Mais la problématique des mines terrestres antipersonnelles et des engins explosifs n'est pas l'apanage du seul Vietnam. Mais beaucoup de pays et de régions du monde sont confrontés à ce phénomène, dont la région du Sahel, notre région, et même notre pays. Dans le nord, pendant la rébellion Touareg que notre pays a connue, et puis aujourd'hui à la frontière avec le Mali, dans le Sahel central, ces mines terrestres font beaucoup de victimes, des victimes parmi les forces des Nations Unies, les casques bleus, parmi les humanitaires, mais plus grave encore, parmi les populations civiles, dont des femmes et des enfants, qui, du fait de ces engins explosifs, connaissent beaucoup de mutilations. Et donc la réunion d'aujourd'hui visait à sensibiliser la communauté internationale sur le respect des instruments du droit international, sur la question des mines terrestres antipersonnelles, de la protection des populations civiles, mais également de la création d'un fonds de façon à pouvoir indemniser les victimes de ces différents accidents causés par ces engins de mort. Vous savez, le Conseil de sécurité a la charge de traiter de toutes les questions qui touchent à la paix et à la sécurité internationale. Et ces mines, ces engins de mort qui sont disséminés aussi bien en Syrie, en Afghanistan, au Yémen, en Libye, dans le Sahel, c'est des engins de mort, mais peut-être pas souvent de mort immédiate, puisqu'ils sont disséminés, ils n'explosent pas, ils n'explosent que peut-être même plusieurs années après qu'ils aient été placés par les différents protagonistes. Et je pense que la réunion de ce matin a permis de revisiter l'engagement de la communauté internationale sur la nécessité de faire face à ce dramatique phénomène. Et je crois qu'en tant que Niger, en tant que pays de la région du Sahel, nous sommes interpellés par cette problématique, d'où l'importance que notre pays a accordée à ce débat d'aujourd'hui. Les représentants des radios communautaires du Niger sont en formation de 2 jours depuis ce matin ici à Niamey. La formation porte sur le droit de l'enfant et la protection des adolescentes. C'est un atelier organisé par CONIDA Niger, nous rapportent Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Fidèle à ses engagements d'œuvrer pour le bien-être des enfants, que la coalition nigérienne pour la protection des droits des enfants, CONID Niger, a initié cette formation à l'endroit des radios communautaires sur le droit des enfants et la protection des adolescentes. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme mis en œuvre dans la région de Tillabéri et d'Osso. Cette activité entre dans le cadre du programme quinquennal Wiborima Farhan, mis en œuvre par 5 ONG dont la CONID, sous le financement du Plan international Niger, la DGD Belgique et Plan international Belgique. C'est un programme, comme vous le savez, qui a débuté depuis 2017 et qui est dans sa dernière année de mise en œuvre. Et nous souhaitons également avoir la deuxième phase de ce projet. Il s'agit d'améliorer vos connaissances sur les textes nationaux et internationaux ratifiés par le Niger en matière de droits de l'enfant. Ensuite, identifier avec vous des émissions novatrices, porteuses, afin de mieux contribuer à la création d'un environnement protecteur des adolescentes dans les 13 communes d'intervention du programme quinquennal. Après avoir remercié les participants à l'atelier, le président de CONID Niger dresse ses attentes. Notre attente, c'est que dorénavant, vos programmes puissent prendre en compte la dimension droit de l'enfant, mais beaucoup plus la préoccupation relative à la question des adolescentes. Ce n'est un secret pour personne. Le Niger est le pays qui a le plus fort taux de mariage d'enfants au monde, avec 76,3% à l'échelle nationale comme taux.
Et la région de Tillabéri également est une région phare dans cette pratique-là. Eh bien, c'est pour que vous contribuiez au changement positif des normes sociales sur cette question-là que nous avons voulu en tout cas initier cet atelier pour vous, pour que vous puissiez acquérir de nouvelles connaissances, mais surtout que vos programmes puissent prendre en charge cette thématique. Aujourd'hui, il y a des localités où vous ne pouvez pas aller à moto, mais vos chaînes, je vais dire vos émissions à travers vos radios, les communautés peuvent vous écouter. Mais nous voulons aussi qu'ils vous écoutent dans nos langues locales. Au niveau des animateurs, on a en tout cas des polyglottes, on a des émissions qui sont souvent faites en langue germain, en langue hausa, en langue tamajek, en langue peul. Nous voulons vous encourager en tout cas à aller dans ce sens-là pour toucher le maximum de nos communautés. Durant 2 jours, ces participants venus de 13 communes d'intervention du programme verront leur capacité renforcée afin d'être des véritables ambassadeurs de la protection des droits des enfants. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base à SINASEB a tenu ce jeudi les assises du 4e conseil syndical ordinaire au siège du syndicat national des agents de douane à SNADA, une activité qui intervient dans un contexte d'insécurité donc dégradé au Niger, d'où le choix du thème le système éducatif nigérien dans le contexte d'insécurité. Ces assises d'une journée ont vu la participation de plusieurs syndicats de l'éducation, mais aussi de plusieurs participants venus des différentes localités du Niger. Faisons le point avec Hamza Sakou et Cheb Guissou. C'est avec cette fatia à la mémoire des enseignants et des forces de défense et de sécurité arrachés sous le feu de l'ennemi qu'ont débuté les assises du 4e conseil syndical ordinaire du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Ce conseil intervient dans un contexte d'insécurité auquel font face les enseignants, mais aussi les difficultés liées à leurs conditions de travail. Le contexte y est avec la thématique car il est impossible d'enseigner dans une insécurité galopante et aussi sous la menace des bandits armés. Il nous reste également en mémoire les difficultés connues par le système éducatif ces dernières années à travers les différentes réformes non maîtrisées par les acteurs qui sont censés transmettre le savoir. Les acteurs que sont l'État, les enseignants, les parents d'élèves se rejettent mutuellement la responsabilité, mais on se pose toujours la question à qui réellement la faute. Mais faudrait-il tout simplement que chaque acteur joue pleinement son rôle pour un plein épanouissement de notre système éducatif. Il est impérieux de sauvegarder le cadre commun, car l'école existe grâce aux élèves et enseignants, le ministère existe car les enseignants et élèves sont sur le terrain, alors les gouvernants doivent créer les conditions nécessaires pour un système éducatif tant attendu par tous, au bonheur de tous. De Difa à Ayerou, en passant par Maradi, Agadez et Tawa, nous, autrement dit enseignants, souffrons de notre présence sur le sol nigérien, car l'enseignant et l'école sont devenus les cibles des groupes armés non étatiques sur les lieux de travail. La présence de l'enseignant partout est nécessaire pour le bien commun des Nigériens. Les enseignants sont égorgés, assassinés, à balles, agressés physiquement, enlevés avec des services corporels et de fait, une telle situation les oblige à abandonner les lieux de travail. Non protégés par l'État, à qui incombe le devoir et la responsabilité de protection. Oui, nous souffrons, chers amis. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail a précisé l'importance du choix de ce thème et aussi salué l'engagement de ces enseignants qui se battent corps et âme pour que vive l'école nigérienne. Beaucoup d'enseignants ont également contracté cette pandémie, cette maladie, cette pandémie de la Covid-19. Parce que la Covid-19 également, c'est une cause d'insécurité. Ce n'est donc pas par hasard que vous avez choisi le thème, le système éducatif nigérien dans le contexte d'insécurité. Assurément, c'est parce que vous êtes soucieux du développement de systèmes déjà fragiles et mis à bas par le comportement de certains acteurs. Assurément, parce que vous vous préoccupez des conditions de travail et de vie de vos militantes et militants
qui ont été incarcérés, stigmatisés, harcelés, intimidés et arbitrairement affectés, voire des contrats résiliés de 473 enseignants contractuels. Pourtant, l'engagement de votre syndicat en faveur d'une école publique de qualité au service de nos vaillantes populations est hors pair. Et pourtant, votre engagement militant s'est revigoré, faisant de vous le baobab indéracinable malgré les assauts et les persécutions répétées de certains administrateurs zélés sous le regard complice de leur hiérarchie. En souhaitant plein succès aux travaux, les syndicats amis de l'éducation fondent espoir que les conclusions et les recommandations issues de ces assises parviendront efficacement à contribuer à l'amélioration du système éducatif, notamment à sécuriser l'école et les enseignants. Oui, Hamza Sakou, après avoir passé une journée d'intenses travaux et échanges sur les différents points inscrits à l'ordre du jour, les participants aux travaux du 4e conseil ordinaire du SINASEP ont formulé des recommandations et des résolutions que je vous propose de suivre. Le 4e conseil syndical national du SINASEP, tenu à Niamey le 8 avril 2021, recommande à l'État, ses démembrements et ses partenaires techniques et financiers 1. Créer des sites spontanés pour la relocalisation des écoles déplacées dans les lieux sécurisés. 2. Prendre en charge et renforcer les capacités d'accueil des écoles installées dans les lieux sécurisés, cantines, centres de coût. 3. Prévoir des indemnités forfaitaires, transport, risques, motivation, etc. aux enseignants exerçant dans les zones d'insécurité. 4. Adapter un programme spécifique adapté au contexte d'insécurité. 5. Assurer le suivi régulier des enseignants servant dans les zones d'insécurité et leur garantir une sécurité permanente. 6. Généraliser la descente unique dans toutes les écoles se trouvant dans les zones d'insécurité. 7. Créer une synergie d'action entre les partenaires intervenant dans les zones d'insécurité. Le règlement définitif de la question de toutes les victimes de l'évaluation de 2017. Le paiement à terme issu des pécules des enseignants contractuels. Le retrait des enseignants contractuels du Niger Post. La finalisation de la mise en solde des enseignants recrutés à la fonction publique, l'ouverture du recrutement à la fonction publique au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, l'arrêt immédiat des coupures injustifiées des indemnités, le rappel intégral des salaires, des indemnités et incidences financières, la création d'un dialogue franc et sincère avec les partenaires, la mise en application des engagements pris dans l'ensemble des protocoles et accords précédents. L'actualité sur le continent à présent. Depuis ce matin, le Rwanda est rentré dans un recueillement qui va durer 3 mois afin de marquer le 27e anniversaire du début du génocide rwandais de 1994. Génocide au cours duquel plus de 800 000 personnes ont été tuées. Suivez plutôt. D'un geste commun, Paul Kagame et son épouse rendent hommage aux victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Plus de 800 000 morts entre avril et juillet 1994. 27 ans sont passés depuis la terrible tragédie et enfin les premières avancées. Depuis le mémorial de Kigali, le président rwandais s'est pour la première fois félicité des travaux de la commission Duclerc, du nom du rapport de l'historien français remis le 26 mars au président Emmanuel Macron et qui conclut à des responsabilités lourde et accablante de la France. Nous saluons ce rapport parce qu'il marque un important pas en avant vers une compréhension commune de ce qui s'est passé. Il marque aussi un changement, il montre une volonté. Paul Kagame qui pointe également la responsabilité du président français de l'époque. Le rapport Duclerc montre que le président Mitterrand et ses plus proches conseillers
savaient qu'un génocide contre les Tutsis était planifié par leurs alliés au Rwanda. Des commémorations se sont aussi tenues au mémorial de la Shoah à Paris, en présence notamment du président de l'association Ibuka France. Lui aussi a évoqué le rapport Duclerc, un début de reconnaissance selon lui, mais il faut aller encore plus loin. Ils le savent, ils l'ont vécu. Ils veulent des actes forts. Ils veulent que des mots soient prononcés. Parce que 27 ans après, certains d'entre eux ne sont plus tout jeunes. Ils attendent des paroles fortes. Des paroles fortes, comme des excuses de la part de Paris pour son rôle dans le génocide des Tutsis. En attendant, la France a ouvert au public ce mercredi d'importantes archives sur le Rwanda. Les cinéphiles maliens ont eu droit à une projection hier du documentaire Africa Komaya, un film qui retrace l'histoire des Maravillas de Bamako, ce premier groupe afro-cubain de l'histoire, et un soliste sur le gâteau Bankano Mega, le dernier musicien fondateur de Maravillas, était présent à cette manifestation. Bankana Maïga ovationné. Malgré les distances imposées par l'épidémie, ils étaient nombreux à l'Institut français de Bamako pour saluer ce monument de la musique malienne. Bankana Maïga, c'est un groupe, les Maravillas du Mali. C'est maintenant un film qui retrace l'histoire du premier groupe afro-cubain formé dès 1964. C'est un grand bonheur de présenter ce film pour la première fois dans le pays d'origine, c'est le Mali. Las Maravillas de Mali. C'était fait à Cuba. À Cuba, ça ? À Cuba. C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique. Fidel, il est venu vous voir. Il est venu comme ça vers 2h du matin. En fait, c'est le Tché qui a fait l'interprète. Qui a fait l'interprète. Ah ouais, nous. Et là, le premier groupe africain, afro-cubain, était né. Et ce groupe d'étudiants maliens devient tout d'un coup l'emblème des relations entre Cuba et l'Afrique. On était parti à Cuba à l'âge de 22 ans. On revient à l'âge de 32 ans au Mali. Et après, ils sont tous morts. Ils sont tous partis un à un. Je me retrouve tout seul en train de présenter le film. C'est très très dur pour un homme. Quand on voit ses compagnons et tu les vois en train de mourir un à un dans un film, on pleure. Avec des séquences d'archives et d'autres tournées à Cuba aujourd'hui, le film rend hommage à cette aventure artistique. De nombreuses projections sont prévues à Bamako, notamment au cinéma Babemba, au conservatoire Ballet Fassele Kouyaté, pour que les Maliens se réapproprient ce moment festif de leur histoire. Et prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.